Bienvenue. En ce moment, plus d'1 million de personnes à l'intérieur du joyau de la couronne, tant prisé de Vladimir Poutine, ont été plongées dans l'obscurité totale. Je parle de la Crimée. La Crimée est en feu. Le réseau électrique s'effondre, et un exode massif de citoyens russes paniqués vient de se heurter à une impasse terrifiante. Mais voyez-vous, le plus fou dans cette catastrophe, c'est comment l'Ukraine a réussi son coup. Au cours des dernières 48 heures, les forces ukrainiennes ont réalisé une véritable démonstration de guerre psychologique et de diversion tactique. Ils ont tendu un piège énorme, et l'armée russe y est tombée les yeux fermés. Maintenant, des lignes d'approvisionnement cruciales sont coupées, les prix de l'immobilier s'effondrent, et de graves pénuries de carburant signifient que des milliers de Russes en fuite sont littéralement piégés sur cette péninsule. La situation se détériore si rapidement que, pour la première fois depuis le début de cette guerre, les principaux propagandistes russes tentent désespérément de convaincre le public que Poutine ne perdra pas son plus grand prix géopolitique. Dans cette vidéo, nous expliquons en détail le piège tendu par l'Ukraine à la Russie, l'effondrement de la logistique russe, et comment Internet ridiculise le Kremlin jusqu'à sa soumission. Bonjour, je m'appelle Sam, et aujourd'hui, découvrons comment nous en sommes arrivés ici, en Crimée. Maintenant, pour comprendre pourquoi la frappe d'hier soir a fonctionné, il faut comprendre la mise en place qui l'a rendue possible. Revenons donc 2 nuits en arrière, le 21 juin. C'est la nuit où tout a commencé, et il s'est avéré que c'était l'une des tromperies stratégiques les plus nettes que nous ayons vues jusqu'à présent dans cette guerre. Dans la nuit du 21, les forces ukrainiennes ont mené une frappe de précision visant plus que des raffineries ou dépôts de carburant, une action régulière de l'Ukraine. Mais ils ont visé une chose dont la Russie a vraiment besoin, les défenses aériennes russes. Regardez ce reportage. Ils ont détruit 4 stations radars appartenant au système de missiles anti-aériens, S-400 de la Russie. Et en plus de cela, ils ont détruit 2 systèmes de canons et de missiles Pantsir que la Russie utilisait. Ces systèmes étaient vraiment importants parce que les 6 étaient situés sur le pont de Kertch, le pont qui reliait la Russie continentale à la Crimée occupée. Maintenant, c'est là que je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que vous êtes un général russe et que vous venez de voir cette frappe se produire. Une frappe qui a réussi à détruire 6 de vos défenses aériennes, situées sur ce pont que Poutine veut désespérément protéger. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez sûrement que l'Ukraine attaquera le pont, après avoir détruit leurs défenses aériennes. Beaucoup de gens, y compris moi et des personnes bien plus intelligentes comme l'ancien Navy SEAL Chuck Farr, ont dit la même chose. Le pont était prêt à être détruit. Donc c'est exactement là que l'Ukraine allait frapper ensuite. Et c'est précisément pour cette raison que la Russie a commencé à paniquer. Les généraux russes ont commencé à paniquer. Nous avons des images satellites montrant précisément leurs actions dans les heures qui ont suivi la frappe du 21 juin. L'équipage russe se précipite pour renforcer les défenses du pont. Ils construisirent des barrières, remplaçaient les défenses aériennes détruites, et installait aussi des défenses navales pour empêcher l'Ukraine d'utiliser un drone maritime contre la base du pont. Le Kremlin se préparait à une attaque évidente contre le pont lui-même, mais l'Ukraine préparait discrètement une frappe sur une toute autre cible. Vous voyez, même si les défenses aériennes que l'Ukraine avait détruites auparavant étaient situées sur le pont de Kertch, elles protégeaient toute la péninsule. Maintenant que ces défenses aériennes avaient disparu, l'Ukraine avait bien plus de cibles potentielles sur la péninsule de Crimée. C'est ce qu'elle a fait. Regardez cette carte. Voici la carte de l'activité des drones ukrainiens cette nuit. Les frappes visaient principalement la Crimée et le sud de la Russie. Et voici à quoi ressemblaient les conséquences de cette frappe. Ce feu que vous voyez, eh bien, c'est la centrale thermique de Kertch, la plus grande installation électrique de l'est de la Crimée. Cette centrale génère beaucoup d'énergie sous forme de feu. Mais la Russie ne peut malheureusement pas l'utiliser pour éclairer les maisons. Le résultat de cette frappe, c'est ce qu'on a montré au début de la vidéo. Plus d'1 million de Criméens sans électricité. Et il s'agit d'une péninsule dont la population est de 2,4 millions d'habitants. Cela signifie que la moitié de la population est privée d'électricité. Les responsables russes affirment publiquement que la panne est due à une défaillance du réseau électrique. Mais la fumée que vous voyez à l'écran raconte une toute autre histoire. En fait, la fumée est tellement massive que vous pouvez la voir à 50 km si vous êtes sur la péninsule. Vous pouvez aussi l'apercevoir grâce aux satellites de détection d'incendie de la NASA, situés probablement à des millions de kilomètres dans le ciel. Et devinez quoi ? Ce n'était pas la seule centrale électrique que l'Ukraine a visée.
Voici un aperçu complet de ce que l'Ukraine a frappé la nuit dernière, uniquement en ce qui concerne les centrales électriques. Nous verrons d'autres cibles bientôt, mais comptez seulement les centrales électriques signalées par Tchoukphar sur la carte. J'ai identifié au moins 4 sites électriques distincts sur la péninsule en une nuit, ce qui explique pourquoi plus d'1 million de personnes sont privées d'électricité. En fait, nous avons même une vidéo de l'une des frappes en cours. Regardez, celle-ci a été publiée par un résident russe en Crimée. Нам пизда. We are fucked. Чё? Нам пизда. On est complètement foutus. Mes mains tremblent. Donc, si tu es un Russe vivant en Crimée en ce moment, la réponse évidente, c'est de partir, de faire tes valises et de prendre la route, de retourner en sécurité, ce qui serait très, très loin. Mais malheureusement, il te faut du carburant pour conduire une voiture. Il te faut du carburant pour prendre un train, peut-être même du carburant pour prendre un avion. Mais je pense que les avions sont quasiment tous cloués au sol en Crimée. Donc tu ne peux vraiment aller nulle part. Et ce n'est pas juste moi qui spécule. En fait, nous avons des extraits venant d'un habitant de Moscou qui est coincé en Crimée en ce moment, et il dit exactement la même chose. Regardez. Nous sommes arrivés à la gare, mais ce n'est pas une gare. Ce n'est pas du tout une gare. Nous sommes debout au milieu de nulle part, entourés de rochers. C'est vraiment n'importe quoi. Mon Dieu, pourquoi suis-je ici? Je veux rentrer à Moscou. C'est quoi ces ruines? Petite parenthèse pour ceux qui regardaient ça et qui viennent de Moscou. D'après ce que je vois, je pense quand même que la Crimée pourrait être plus sûre que Moscou. On vient juste de voir un dépôt de pétrole être soufflé dans les airs. Donc Moscou n'a pas l'air si sûr, du moins à mes yeux. L'Ukraine a aussi annoncé la destruction d'un pont ferroviaire sur le canal de Crimée du Nord, au nord de la Crimée. Ce pont fait partie d'un corridor de transport utilisé pour acheminer des marchandises, et même du matériel militaire dans les deux sens. Il relie la Russie à la Crimée pour ravitailler les forces sur le front, et déplacer du matériel dans la péninsule, permettant à l'armée russe de rester présente. Mais désormais, cette route est fermée après l'attaque ukrainienne de la nuit dernière. Cela fait partie de la campagne ukrainienne dont nous avons déjà parlé. On appelle ça le blocus logistique. Et devinez quoi? Cela vise vraiment la logistique russe. L'Ukraine a lancé cette opération pour cibler la logistique militaire russe. Mais maintenant que la Russie a du mal à approvisionner les troupes sur la ligne de front, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des routes logistiques civiles, ou des camions civils, tout ce qu'ils peuvent utiliser du secteur civil pour approvisionner l'armée. Et cela crée un problème pour les citoyens russes, qui vivent en Crimée, car ils font maintenant face à toutes sortes de pénuries. La nourriture manque, le beurre manque, tout ce que vous pouvez imaginer. Écoutez simplement cet extrait qu'une femme russe a publié en Crimée, et voyez comment la vie quotidienne est devenue une lutte. Je n'aime pas demander, mais cette panique autour de l'essence touche-t-elle aussi le reste? En géopolitique, une seule décision peut provoquer une onde de choc sur les marchés à des milliers de kilomètres de là. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait bouger le monde, je vais vous montrer comment les investisseurs expérimentés l'interprètent. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif, où vous pouvez suivre les meilleurs investisseurs, consulter leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participer à des discussions en direct sur les marchés, partager idées, tendances et questions à mesure que les événements se déroulent. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF, et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez $50 d'actions lorsque vous déposez $200 ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir, pas besoin d'être un expert de la bourse. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, retour à la vidéo. Nous sommes allés au magasin, puis au rayon viande. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Il n'y a que des ailes, que personne ne veut. Où est tout le reste? Ce n'est pas clair. Soit c'est en rupture de stock, soit la panique pour la nourriture a déjà commencé. Cette opération crée aussi des problèmes en Russie, pas seulement dans les territoires occupés. Et les citoyens russes font face à de nombreuses pénuries, pas seulement de carburant, mais de pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer. Mais avant d'aborder la question stratégique plus large de ce que tout cela signifie, nous avons besoin d'une petite pause même. La dernière fois, vous avez vraiment apprécié cette partie, alors j'ai encore plus de même. Comme vous le savez, Internet adore s'amuser. Et devinez quoi? À cause de toutes les frappes ukrainiennes auxquelles Poutine doit faire face,
Internet a créé de nouveaux contenus. Alors, regardons ça. Maintenant, voici la partie importante. Sun Tzu disait dans l'art de la guerre, « Fais des mèmes sur eux, jusqu'à ce qu'ils pleurent, puis sur leurs pleurs. C'est ainsi qu'on gagne une guerre, et c'est ce que font les Ukrainiens. » Maintenant, avec tous ces mèmes qui apparaissent, eh bien, on n'a qu'une seule règle. Si vous aimez l'un des mèmes, dites-moi lequel est votre préféré dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Maintenant, regardons les mèmes. Le premier que nous avons vient du plus grand propagandiste russe qui existe. Et il dit « L'attaque à Moscou. » Eh bien, ce n'était pas une attaque ukrainienne, c'est juste une SSO, un peu comme la SMO que Poutine a lancée. Cette fois, c'est une opération spéciale de diversion. Je sais que les gens plaisantent, mais j'ai l'impression que la Russie l'utilisera bientôt comme excuse officielle. Ensuite, on a quelqu'un qui fait sauter une bouteille de champagne, et le bouchon part littéralement dans une autre dimension. Assez drôle. Et le dernier, celui-ci est peut-être mon préféré parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, nous avons une nouvelle affiche pour Angry Birds 2026. J'ai l'impression que la Russie ne va pas beaucoup apprécier ce jeu. Et enfin, voici mon préféré. C'est Poutine lui-même. Poutine dit « Je vous ai promis que nous ne serions plus connus comme la station-service de la Chine. » Mais il y a un rebondissement. Maintenant, cela devient réalité. Ce n'est plus un mème. À cause des frappes de drones ukrainiens, la Russie est en fait obligée d'importer du pétrole. Non seulement elle interdit les exportations, mais elle importe maintenant du pétrole d'autres pays. C'est le deuxième plus grand pays en réserve de pétrole au monde. Et maintenant, ils importent. J'imagine que Poutine est une rareté parmi les politiciens. Il tient ses promesses, mais pas du tout de la manière dont on aurait pu s'y attendre. Partagez votre mème préféré ci-dessous. Revenons maintenant au côté sérieux. Comme vous pouvez vous en douter, à cause de toutes les frappes que subit la Crimée, les résidents russes ne profitent plus de la péninsule comme avant. C'était autrefois une destination de vacances populaire, où les gens allaient pour, vous savez, oublier leurs problèmes. Eh bien, devinez quoi? Maintenant, les Russes disent que ce n'est plus du tout la même chose. Même si le temps est toujours le même, agréable et beau, les personnes qui sont sur la péninsule n'ont plus le même bonheur dans les yeux qu'avant. Mais avant de passer à cet extrait, j'ai un message important à vous transmettre. Voici ce que la plupart des gens ignorent au sujet de Medicare. Et c'est quelque chose que je ne savais même pas jusqu'à récemment. Le système Medicare est fait pour vous embrouiller avec des courriers, appels automatisés et publicités constants. Beaucoup de courtiers sont influencés par les grandes compagnies d'assurance, donc leurs conseils ne servent pas toujours vos intérêts. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler de notre partenaire, Chapter. Chapter est totalement indépendant. Cela signifie qu'ils ne sont pas payés pour privilégier un plan plutôt qu'un autre. Ce sont en fait les seuls conseillers Medicare capables de comparer tous les plans au niveau national, ce qui vous permet de voir toutes vos options. Et voilà le truc. Si vous avez déjà la bonne formule, ils vous le diront. Mais si ce n'est pas le cas, ils vous aideront vraiment à changer pour la bonne formule. C'est exactement ce genre de personnes. L'année dernière, les personnes qui ont changé avec Chapter ont économisé en moyenne 1100 $. C'est beaucoup d'argent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit et que ça prend moins de 20 minutes. Il suffit d'appeler le 541 359 0903 ou aller sur askchapter.org/basics. Le numéro est le 541 359 0903. Cela prend moins de 20 minutes et peut vous faire économiser des milliers de dollars. Maintenant, écoutons ce message de Crimée, où une résidente russe explique pourquoi elle a l'impression que quelque chose a changé. Écoutez bien. Vous savez, ces derniers temps, j'ai l'impression que... Vous savez, ces derniers temps, on peut ressentir une humeur un peu décadente, se sentir oppressé, peut-être même déprimé. C'est difficile de dire à quoi c'est dû. Il est bien sûr très difficile d'analyser à quoi cela est lié. Peut-être qu'il vaudrait la peine d'assainir l'alimentation, exclure les sucres, peut-être ajouter des compléments de vitamine C. C'est plutôt difficile à comprendre. Apparemment, tu vis en Crimée, il y a du soleil, il y a la mer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? À être calme, heureuse. Ce n'est pas du tout très clair, pour être honnête. Concentrons-nous sur la situation globale. Qu'est-ce que cela implique pour Poutine et la Crimée? La Russie peut-elle vraiment la garder? Voici une excellente analyse de Sean Pennard.
Regardez, la Crimée commence à prendre des allures de tournant à la Mariupol pour la Russie. Les pénuries de carburant se répandent sur toute la péninsule. Les frappes visent la logistique. Et le pont de Kertch est désormais une cible prioritaire pour l'Ukraine depuis le début de la guerre. Des sources locales fiables rapportent aussi que les prix de l'immobilier chutent. Les Russes, voulant quitter la péninsule et vendant leurs appartements à n'importe quel prix avant une dégradation de la situation. Pendant des années, la Crimée a été décrite comme le triomphe géopolitique de Poutine et le centre de la précieuse flotte de la mer Noire. Aujourd'hui, la péninsule subit des pénuries de carburant, des perturbations des transports, une incertitude économique croissante et même l'abandon. Le pont à l'écran n'est pas qu'une infrastructure, c'est un symbole. Si ce pont devenait inutilisable pendant une longue période, les conséquences militaires seraient importantes, et les conséquences politiques pourraient être encore plus grandes, surtout pour Poutine. La dernière phrase est très importante. Pour Poutine, la Crimée est bien plus qu'un territoire. Voici la péninsule lors de sa capture. Sa popularité politique s'est presque inversée. La population russe n'était pas très fan de lui avant 2014, car il venait tout juste d'entamer un 3e mandat présidentiel sans précédent. La Russie pensait que le pays retournait à l'époque soviétique, où un tsar allait diriger le pays jusqu'à sa mort. Eh bien, l'annexion de la Crimée a un peu changé cela, car les Russes étaient fiers de reprendre ce territoire qu'ils considéraient comme appartenant à la Russie. Si Poutine perd vraiment cela, ce sera un gros problème, car il a lancé l'opération militaire spéciale pour protéger la Russie, mais ce n'est pas ce qui arrive. Voilà pourquoi, sur les réseaux sociaux russes, les propagandistes expliquent désormais aux gens pourquoi la Russie ne perdra jamais la Crimée, ce qui est inédit. C'est intéressant qu'ils en parlent maintenant, justement au moment où l'Ukraine resserre son emprise sur la logistique autour de la péninsule. Écoutez cet extrait. Alors, qui possédera finalement la Crimée? Récemment, j'ai vu sur TikTok et Instagram que les Ukrainiens font circuler l'idée qu'ils reprendront la Crimée d'ici la fin de l'été. Mais regardons les choses sous un angle différent. Le tribunal de la Haye a officiellement reconnu la Crimée comme russe. La conquête de territoire exige de l'infanterie et des effectifs. Et comme nous le savons, l'Ukraine est déjà à court d'hommes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est terroriser la péninsule avec des drones. Oui, bien sûr, les drones font peur. Ils causent des dégâts et des pertes financières, mais on ne peut pas conquérir un territoire seulement avec des drones. Troisièmement, regardons la situation le long de la ligne de front. Peu importe à quel point les Ukrainiens ne le veulent pas, l'armée russe progresse le long de la ligne de front. Konstantinovka, contrôlée par l'Ukraine depuis 2014, a récemment été capturée. Les habitants de Crimée ont déjà subi des blocus d'eau et d'électricité et je pense qu'ils supporteront aussi un blocus du carburant. Le but de toutes ces frappes est de déstabiliser la population de la Fédération de Russie et de créer la panique parmi les gens. C'est pourquoi vous devriez filtrer tout ce que vous voyez sur Internet avec un esprit critique et en tirer vos propres conclusions en conséquence. Et maintenant, je veux voir comment les médias d'État russes essaient même de couvrir tout cela. À un moment, les mensonges qu'ils disent au public russe s'effondrent sous le poids de la réalité. Les gens voient ce qui se passe en Crimée et entendent ceux qui fuient la péninsule expliquer pourquoi ils doivent partir. C'est pourquoi il faut prêter attention aux médias d'État russes. Écoutez cet extrait. Ce qui nous amène au sujet des attaques de drones ukrainiens contre la Crimée et de nombreuses régions de la Russie. De toute évidence, cela préoccupe fortement Moscou. Comme le rappelle la Nezavisimaya Gazeta, jeudi dernier, plusieurs drones ont attaqué la raffinerie de pétrole de Moscou. Commerçants rapportent une frappe sur la péninsule, la Crimée attaquée par des drones. Des frappes ont été menées, entre autres, sur le ferry du passage de Kertch, le terminal pétrolier et plusieurs autres infrastructures énergétiques. Les autorités ont déclaré que 4 personnes ont été tuées et que 28 autres ont été blessées. Retour à Nezavisimaya Gazeta, qui nous informe qu'en Crimée, la vente de carburant au public, ainsi que sa distribution par coupon russe, a été suspendue. Le carburant ne sera distribué qu'au service de l'État, qui assure les fonctions vitales et la sécurité de la République. De plus, il y a maintenant des problèmes d'électricité en Crimée. Le message clé dans la presse russe reste le suivant. Oui, il y a des problèmes, nous l'admettons, mais les Russes ne doivent pas paniquer. Voilà comment cela sonne aujourd'hui dans le Moskovski Komsomolets, qui affirme que les frappes de drones ukrainiens visent à créer un sentiment de crise parmi les Russes et un sentiment d'impuissance acquise. L'impuissance apprise est une acceptation de la défaite, mais il n'y a aucune raison pour une telle défaite. Les récentes frappes de Kiev n'ont pas changé la réalité géopolitique. La Russie reste l'une des 2 principales puissances nucléaires. La Russie reste plus forte que l'Ukraine à tous égards.
Zelensky essaie de rétablir l'équilibre en utilisant une guerre asymétrique contre Moscou. Nous ne devons pas jouer selon les règles que nos ennemis géopolitiques essaient d'imposer à notre pays et à son peuple. Les règles devraient être les nôtres. Maintenant, notre dernière histoire est en fait un extrait d'une vidéo exclusive que nous avons réalisée avec l'ancien Navy SEAL Chuck Farr. C'est Battlefield Breakdown, où il analyse simplement de vraies séquences qui viennent d'Ukraine. C'est quelque chose qui a été publié sur notre site il y a quelques temps, donc ne soyez pas surpris si j'ai l'air un peu jeune. Regardez. Ce sont des canons anti-aériens ukrainiens, et on dirait vraiment que ça sort d'un film, d'une sorte d'animation. Oui, donc ce que nous voyons là, c'est de l'artillerie anti-aérienne AAA. Et cela va de tout ce qui est tir anti-aérien de 20 à 40 mm. Et quand vous écoutez, vous savez, les sons que ça fait, vous pouvez entendre une pièce particulière faire tchac, tchac, tchac. C'est probablement un canon guidé par radar parce que si vous ne tirez que 3 balles à la fois, vous voulez être sûr de viser la bonne cible. Mais c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle le volume de feu. Ces engins sont principalement utilisés pour tirer de cette façon, surtout contre les drones Shahid, qui sont un peu plus prévisibles et lents. Et là, on peut vraiment voir un projecteur qui s'allume vers le ciel. Et encore une fois, le projecteur, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ils essaient d'identifier la cible, de l'éclairer. Et là, on voit quelque chose en feu qui fait un arrêt imprévu. Donc là, c'était un impact direct. Donc est-ce que c'est le même canon qu'ils utiliseraient contre un missile? Ou est-ce que ce serait autre chose? Ce sont des systèmes de défense aérienne courte portée de la DCA. Et cela pourrait être utilisé contre un missile de croisière, mais ce serait vraiment un coup de chance si vous l'atteigniez. Il y a cependant un certain nombre de systèmes d'artillerie anti-aérienne très développés qui se trouvent en Ukraine. L'un d'eux s'appelle le système Skynex et il semble tout droit sorti de Terminator. C'est un canon automatique entièrement autonome fonctionnant avec l'IA et guidé par radar. Vous pouvez donc installer cet appareil, programmer ce que vous voulez qu'il défende, actionner l'interrupteur et il détectera, verrouillera et engagera tout ce qui vole dans sa zone. Donc, une partie de ce que vous voyez sont probablement aussi des batteries Skynex. Mais ce que vous voyez ici, c'est la défense aérienne de dernier recours, c'est-à-dire la DCA. Vous savez, il y a des systèmes de défense aérienne à plus longue portée comme le Patriot et à plus courte portée comme NASAMS et Crowitel. Et puis, il y a des systèmes à portée encore plus courte comme les Stinger. Et la dernière ligne de défense, c'est la DCA comme celle-ci. Donc, si vous voulez regarder le reste de cette vidéo, ou si vous voulez simplement voir plus de contenu exclusif que nous publions pour les membres, eh bien, vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Votre soutien nous aide à produire ces vidéos et, en échange, vous recevez de nombreux contenus exclusifs comme celui-ci. Devenez membre dès aujourd'hui pour y accéder immédiatement.